Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un sujet vraiment intense. On va parler des limites extrêmes de la résilience humaine. On se base sur le travail incroyable de Johann Christoph Arnold. C'est une œuvre qui nous force littéralement à regarder en face la souffrance et la paix intérieure. Bref, une analyse fascinante sur un sujet qui nous touche absolument tous. Alors, voici la grande question qui va guider notre réflexion aujourd'hui. Est-il seulement possible de pardonner l'impardonnable? Quand on fait face aux blessures les plus profondes, à une injustice pure, comment est-ce qu'on réagit? C'est une interrogation philosophique massive. On ne va pas donner toutes les réponses tout de suite, mais il faut d'abord reconnaître cette douleur inimaginable avant de pouvoir comprendre comment s'en libérer. Allez, on attaque avec notre première partie, le cancer de l'amertume, le pouvoir destructeur du ressentiment. Pour bien comprendre l'ampleur du sujet, il faut vraiment poser le contexte de cet ouvrage. Et soyons clairs, on aborde des thèmes extrêmement lourds. On ne parle pas de petites disputes du quotidien là. On parle de véritables récits de meurtres, de trahisons cruelles, d'abus sévères et même de génocide. Ce sont des personnes ordinaires qui se sont pris de plein fouet des tragédies extraordinaires. Et c'est exactement ça qui donne un poids immense à leur témoignage. L'auteur décrit l'amertume d'une façon très frappante. C'est littéralement une puissance destructrice, une sorte de moisissure qui ronge la victime de l'intérieur. Prenez l'anecdote tragique de Brenda. C'est une femme qui a subi de graves sévices. Eh bien, malgré un bon suivi psychiatrique, des amis en or et un boulot, son refus total de lâcher sa haine envers son agresseur l'a complètement emprisonnée. L'amertume devient une véritable prison émotionnelle. Et le pire là-dedans, c'est que ça mène au désespoir et à la perte totale de la capacité même d'aimer. Ce qui nous amène à notre deuxième partie. Qu'est-ce que le pardon? Redéfinir le paradigme. Donc, le point absolument crucial ici, c'est la définition stricte que l'auteur donne au pardon. Ce n'est pas du tout un truc passif, c'est un choix. Un choix interne, et super délibéré, de dire stop à la haine. L'idée, c'est d'arriver à voir au-delà de l'offense. Et attention, ce mécanisme n'est pas du tout conçu pour faire un cadeau au coupable, non, c'est conçu sur mesure pour guérir la victime elle-même. Et pour que ça soit vraiment clair, il faut opposer le pardon à ce qu'il n'est pas. C'est là qu'on se trompe le plus souvent. Le texte est hyper catégorique là-dessus. On ne demande jamais aux victimes de trouver des excuses à des actes odieux. Pardonner, ce n'est pas oublier, ce n'est pas fermer les yeux, et ce n'est certainement pas éviter aux coupables de passer devant la justice légale. Pas du tout. C'est un processus complètement différent. Il faut aussi bien se dire que le pardon, c'est rarement magique ou instantané. C'est un processus long, souvent épuisant. Regardez le parcours de Pierry Thomas. Trahi par un de ses amis proches, il se retrouve en prison. Là, il passe des années. Littéralement des années, à bouillir de rage, à planifier son meurtre en représailles. Et c'est seulement bien plus tard, une fois libre et en train de reconstruire sa vie, qu'il tombe sur cet ami par hasard. C'est à cet instant précis, après tout ce cheminement chaotique, qu'il trouve enfin la force de pardonner et de lâcher ce fardeau monstrueux. On passe à la troisième partie, humanité et humilité, la faille partagée. Regardez un peu cette citation d'Ella Ehrlich. C'est une femme qui a fui l'Allemagne nazie et perdu quasiment tous ses proches dans l'Holocauste. Ces mots sont d'une profondeur inouïe. Pendant des années, elle a lutté contre une colère immense. Et sa libération est venue de cette prise de conscience bouleversante. Elle a réalisé que les germes de la haine, en fait, ils se trouvent dans chaque cœur humain. Et ça illustre brillamment un point philosophique central de l'œuvre. L'humilité partagée. En gros, c'est en admettant notre propre nature imparfaite et le fait qu'on a nous-mêmes besoin d'être pardonnés de temps en temps qu'on arrive à faire tomber les murs de notre rancune. Ça remet tout le monde au même niveau et ça crée le terrain parfait pour trouver la paix intérieure. Ce qui nous mène logiquement à la quatrième partie, justice et pardon, au-delà des tribunaux. L'auteur rapporte de manière très neutre les philosophies de grandes figures historiques comme Martin Luther King Jr. L'idée de King, c'était de montrer que la justice civile et le pardon moral peuvent, en théorie, coexister. On peut tout à fait se battre pour la justice face à des lois oppressives, tout en refusant que le ressentiment devienne un mur infranchissable entre les êtres humains. Passons à la suite pour voir comment tout ça se construit à l'échelle individuelle avec l'histoire de Bill Chadwick. Son fils a été tragiquement tué par un conducteur ivre. Le système judiciaire a fait son boulot, une condamnation est tombée. Mais Bill ressentait toujours un vide immense. Le tribunal n'avait apporté aucune paix. En fin de compte, ce n'est qu'en affrontant sa propre colère intérieure et en choisissant activement de pardonner au conducteur qu'il a pu ressentir un soulagement tangible. Un soulagement que le marteau du juge n'a jamais pu lui offrir. Et on arrive à notre cinquième et dernière grande partie. Briser le cycle, rompre la chaîne sans fin.
La source met le doigt sur une observation qui est hyper pragmatique. Répondre à la haine par la haine, ça garantit juste une destruction mutuelle. Essayer de vaincre un ennemi en imitant ses pires actions, ça ne fait qu'ajouter de la noirceur à un monde qui n'en a vraiment pas besoin. Pour survivre, tout simplement, il faut impérativement briser cette chaîne. Alors, ce qui est vraiment intéressant avec l'exemple suivant, c'est l'histoire ahurissante du prieur Christian de Chergé. En Algérie, dans les années 90, il sentait la menace terroriste monter. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rédigé un testament incroyable. Il y accordait d'avance un pardon total à ceux qui allaient potentiellement le tuer. Et ça avant même que l'acte ne se produise. Il considérait son futur assassin comme un frère en humanité. C'est une leçon de clémence qui dépasse complètement l'entendement. Et pour bien enfoncer le clou, on a le témoignage extrêmement puissant de Jean-Paul Saint-Putoux, un survivant du génocide rwandais. Il explique que le pardon a ce pouvoir révolutionnaire, de complètement transformer la dynamique. Ça ne libère pas seulement la victime de sa propre amertume, mais ça ouvre aussi la porte à une vraie transformation chez l'oppresseur. C'est, au final, la victoire absolue sur le cycle de la vengeance. Pour conclure notre analyse aujourd'hui, voici une question qui fait vraiment l'effet d'un miroir. Quelles sont les rancunes, qu'elles soient immenses ou minuscules, qui retiennent actuellement le cœur humain en otage? C'est une vraie invitation à s'arrêter 2 secondes pour réfléchir au fardeau qu'on trimballe tous au quotidien. C'est un sujet tellement vaste, tellement profond. On espère en tout cas que cette exploration aura éveillé la curiosité d'aller creuser encore un peu plus cette force monumentale qu'est le pardon.